Bonjour à tous, merci de nous rejoindre donc, à ce webinaire sur les retenues de substitution. Donc je me présente, Maxime Quignon, je travaille à la Chambre d'agriculture, au service territoire, et notamment sur l'accompagnement de collectifs d'agriculteurs pour des projets. Alexia, je te laisse te présenter. Alexia Jourdain, je travaille à la Chambre d'agriculture depuis 6 ans sur les politiques de l'eau et aussi le conseil en gestion quantitative, et notamment sur un sujet dont vous allez entendre parler régulièrement, le contrat territorial Concerto. Et donc aujourd'hui, cette présentation s'inscrit dans le cadre de ce contrat territorial. Merci Alexia, donc on est ensemble pour à peu près 1 heure et quart. Donc, sur la création de retenue de substitution, peut-être, Alexia, tu peux mettre le sommaire sur le fond d'écran. Voilà, très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première partie sur le contexte des retenues dans le département du Cher, voir un peu les avantages et les inconvénients d'une retenue de substitution, la partie économique aussi, savoir un peu combien ça coûte, s'il y a des aides qui peuvent être débloquées, les étapes aussi de construction, puisqu'on est sur des projets avec voilà, une démarche et une procédure à suivre. Et enfin, on va vous présenter l'accompagnement que nous, on a planifié pour accompagner l'émergence de projets sur le département. Voilà en gros comment ça va se dérouler. Pour le bon fonctionnement, je vous demanderai de couper vos micros. Ce qu'on va faire, c'est que peut-être qu'on aura le temps, on verra en fonction des questions, mais ce qui est sûr, c'est qu'on fera un temps à la fin de la réunion pour répondre à vos questions. Pour poser les questions, il suffit de les noter dans le chat, dans le volet discussion en bas de votre écran, et nous pourrons y répondre en fin de réunion. Voilà. Bonne réunion à tous. Alors, pourquoi des retenues de substitution dans le Cher? Donc, déjà, il faut savoir que sur le département, on est en grande partie classé en zone de répartition des eaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un déficit chronique entre la ressource en eau, l'offre, et puis la demande. Donc, la demande, ça va être l'irrigation, l'eau potable. Il faut savoir que ces deux postes, irrigation et eau potable, prélèvent autant l'un que l'autre, mais l'irrigation est concentrée surtout sur les 3 mois d'été. Donc, être en zone de répartition des eaux, ça implique aussi, ça a d'autres conséquences. Donc, il y a des volumes prélevables sur le bassin Yvres-Auron et le bassin Cher-Arnon. Et sur ces deux bassins, l'organisme unique Aréa-Berry, qui est une association, doit répartir les volumes d'eau entre irrigants. Donc, sur le bassin Yvres-Auron, l'autorisation unique pluriannuelle de l'organisme unique est déposée, validée pour 15 ans. Les irrigants savent qu'ils vont avoir des volumes d'eau. Chaque année, ils refont une demande directement à Aréa-Berry qui répartit les volumes. Sur le bassin Cher-Arnon, c'est en cours. Et en fait, l'application des volumes prélevables à partir de la campagne 2022 va entraîner une baisse des volumes, puisque aujourd'hui, les volumes autorisés historiques sont beaucoup plus élevés que les volumes prélevables qui vont arriver. Donc, il y aura une mise en place progressive de ces volumes prélevables appliqués par l'organisme unique chaque année aux irrigants du bassin Cher-Arnon. Toutefois, il va être possible en fait de sauvegarder les volumes prélevés historiquement s'il y a des projets de retenue de substitution, c'est-à-dire substituer les volumes actuellement prélevés l'été pour les transformer en volumes prélevés l'hiver stockés dans des retenues. Complètement déconnectés du milieu, c'est-à-dire soit argile totalement étanche, soit géomembrane totalement étanche. Sachant qu'on est bien d'accord que quand on a une retenue en argile, il ne faut pas qu'il y ait de remontée de nappe ou de source dans la retenue. Sinon, ça veut dire qu'elle est connectée au milieu et donc il s'agit d'un volume été. Donc, cette tension sur la ressource en eau, elle s'accentue aujourd'hui avec le changement climatique. Donc, on l'observe, hein, les maïs sont de plus en plus précoces. Il y a des restrictions d'irrigation plus précoces et sévères également chaque été. Ceci entraîne en fait des milieux aquatiques qui sont dégradés.
Et donc, l'agence de l'eau, pour atteindre le bon état des masses d'eau, notamment sur l'état quantitatif, subventionne des actions, et notamment une action sur les retenues de substitution. Donc, j'attire bien votre attention. Substitution et création sont deux choses différentes. Substitution, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est transférer des volumes prélevés l'été par des volumes prélevés l'hiver avec le même forage, hein, par exemple, ou un nouveau, peu importe, et les stocker l'hiver. La création, c'est différent si on crée un nouveau volume. Donc, on crée un nouveau forage, on crée une nouvelle retenue, mais ce sera quelque chose qui n'existait pas avant. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients des retenues de substitution? Donc, les avantages des retenues de substitution, c'est de garantir ces volumes. En fait, une fois que vous avez une retenue déconnectée du milieu, vous n'avez pas de restriction estivale. C'est-à-dire que tout le volume que vous prélevez entre le 1er novembre et le 31 mars, ce sera le volume que vous aurez à disposition au cours de l'été. Moins évidemment les pertes par évapotranspiration. Vous pouvez irriguer jusqu'en fin de saison. Vous pouvez tout à fait prévoir des cultures qui s'irriguent jusqu'en septembre, comme le soja par exemple, qui a besoin d'un tour d'eau tardif au moment du remplissage des grains. Vous pouvez aussi prévoir d'irriguer des porte-graines tels que la carotte ou la betterave. Et enfin, ça vous permet de piloter plus finement l'irrigation puisque vous savez tout à fait le volume que vous avez, vous savez les surfaces en culture que vous avez emblavées. Donc, ça vous permet de prévoir d'avoir tel quota sur votre maïs, tel quota sur vos porte-graines, tel quota sur vos cultures de printemps. Par contre, il y a tout à fait des inconvénients. Donc, déjà, c'est un investissement sur environ 15-20 ans. Peut-être plus, peut-être moins selon vos capacités financières. Ensuite, il s'agit de pomper 2 fois l'eau. Donc, vous avez le coût de l'électricité pour pomper l'eau du forage jusqu'à la retenue et ensuite, en cours de saison, de la retenue jusqu'aux cultures. Et puis, avoir une retenue, c'est une infrastructure à entretenir. Donc, ça sera du broyage, ce sera de la maintenance, et tout comme vous pouvez avoir de la maintenance sur la station de pompage du forage. Et ce sera vérifier l'étanchéité régulièrement. Alors maintenant, combien coûte une retenue de substitution? Alors là, ça va être des fourchettes. Et je vais vous dire ce que comprend cette fourchette. Donc, tout dépend surtout du terrassement et du type d'étanchéité. Le terrassement, donc l'amener des machines de terrassement, c'est vraiment un poste très important. Et l'étanchéité, si vous avez de l'argile, c'est une chance. Si vous avez si vous n'avez pas d'argile, ce sera forcément par géomembrane. Et donc là, ça va doubler le prix au mètre cube utile. Donc en argile, on tourne environ à 3 € du mètre cube utile. Et en géomembrane, on tourne à environ 6 € du mètre cube utile. Il faut savoir que là, en ce moment, par exemple, comme beaucoup de matériaux de construction, tout ce qui est plastique et dérivé du pétrole, ça a pris plus 30% au cours du printemps et de l'été. Après, on peut espérer que cette inflation redescende pour la fin d'année ou l'année prochaine. Donc, vous avez dans ce prix-là, avec les virgules, on va dire, vous avez le coût de l'étude, vous avez aussi le coût de l'aménagement paysager autour, donc, par exemple une clôture et plantation de haies. Vous avez la connexion du réseau d'irrigation et puis la nouvelle pompe de reprise. Pourquoi est-ce que je dis que c'est dans les virgules? C'est qu'en fait, par rapport à la totalité du projet ramené au mètre cube utile, en général, le chiffre, soit ça fait entre une virgule et 2 € environ du mètre cube utile. Donc, ça dépend vraiment de chaque projet. Chaque projet est différent, puisque les sites sont différents, l'accès à l'électricité est différent. Voilà. Donc, à droite, vous avez une retenue avec fond argile, bord calcaire, mais fond argile.
Alors, existe-t-il des aides? Oui, il existe des aides, mais alors pas pour les projets individuels. Donc, pour les projets individuels, il n'existe rien, sauf, je ne l'ai pas noté à l'écran, mais c'est en ce moment, il y a une aide de France Agrimaire sur les aléas climatiques. Et donc là, seule la géomembrane est prise en charge à hauteur de 30% de l'investissement. En gros, ça fait, en calculant, 10 000 € d'aide. Donc, sur la totalité du projet, ça fait souvent un petit pourcentage par rapport à la totalité du projet. Donc, pour les projets collectifs, donc là, il est possible d'avoir une subvention de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, donc jusqu'à 70%. Si on est dans le cadre d'un contrat territorial, donc sur les bassins Yavre-Rougon et Cher-Arnon, c'est le cas, puisqu'on a le contrat territorial gestion quantitative et qualitative du Cher Concerto qui a été mis en place avec la Chambre d'agriculture et les sages Yavre-Rougon et Cher-Amont, avec un portage aujourd'hui par le conseil départemental. Donc, il a été signé en 2021 et il va courir jusqu'en 2026. Donc, justement, pour pouvoir remplir ce cadre-là. Donc, maintenant, la seule inconnue, ça va être l'ouverture d'une ligne dans le programme de développement rural de la région Centre-Val de Loire, donc, qui sera écrit après les élections régionales. Donc, il sera écrit en 2022-2023. Donc, il faut que cette ligne soit ouverte pour pouvoir avoir des subventions. Donc, vraiment, aujourd'hui, c'est l'inconnu qui serait pénalisante si cette ligne n'était pas ouverte. Quelles sont les étapes de construction d'une retenue de substitution? Alors là, j'ai utilisé des photos qui nous avaient été présentées par l'entreprise GeoBTP Bernardo le 8 septembre dernier à la Chambre d'agriculture. Donc, c'est une entreprise de terrassement qui est basée à Linières. Donc, en fait, ils nous avaient expliqué les différentes étapes. Donc, pour là, c'est l'exemple d'une retenue géomembrane. Donc, si vous avez une retenue argile, c'est les dernières étapes qui seront différentes. Donc, tout d'abord, une fois que le matériel est amené, que les levées topographiques sont faits par le géomètre, donc vous avez le décapage et la mise en stock des terres végétales. Ensuite, vous avez l'ancrage des futurs remblais. L'ancrage, c'est en fait le fond des digues pour que ce soit bien stable. Et donc, dans le fond des digues, il faut qu'il y ait un matériau drainant, justement. S'il y a des infiltrations d'eau, il y en a parfois toujours, qui viennent du fond, des côtés. Donc ça, il faut amener l'eau à non pas stagner sous la géomembrane et dans le fond, mais plutôt à se rediriger vers l'extérieur. Donc, on utilise un matériau drainant dans le fond des digues pour assurer la stabilité et le drainage. Donc, vous avez ensuite le terrassement pleine masse, c'est-à-dire le terrassement de l'ensemble des digues et des côtés, donc les excavations de terre si besoin. Souvent, les retenues sont faites en déblaire en blé. Donc, on creuse le sol et le volume de terre qu'on récupère, on le met sur les digues. Ces digues, elles sont bien sûr compactées, donc en général au pied de mouton, puisque c'est le meilleur matériel pour avoir un tassement homogène. Donc, pied de mouton, vous voyez ici bien sur la photo, on a l'impression qu'un troupeau de brebis est passé. Donc, en fait, c'est une espèce de rouleau avec des picots. Vous avez ensuite le réglage des talus et du fond. Donc ça, c'est important pour assurer une planéité homogène, notamment pour les géotextiles, enfin les géomembranes géosynthétiques. Et le fond, c'est important d'avoir la pente correcte pour amener l'eau vers le bassin vers une zone un petit peu plus profonde où il y aura la reprise avec le pompage, pour l'irrigation l'été. Ou alors, en cas de vidange, avoir vraiment l'eau qui soit concentrée à un seul endroit. Ensuite, vous avez le drainage des eaux souterraines et des gaz, donc avec des tuyaux, donc des drains au niveau des talus. Puisqu'il faut savoir que dans le sol, il y a toujours travail des bactéries et donc échappement de gaz.
Et puis, les eaux souterraines, comme je vous disais tout à l'heure, peuvent tout à fait circuler dans le sol. Ensuite, la géomembrane, dans le cas d'une géomembrane, est posée. C'est des grands laits, en fait, finalement, comme du papier peint, mais surdimensionnés. Donc, c'est des bâches qui sont épaisses, hein, mais assez souples. Et elles sont collées, en fait, par soudure avec du matériel spécial. Et donc, ces soudures doivent être contrôlées avec une machine spéciale, puisque si il y a un endroit qui n'est pas bien collé, ça veut dire une fuite derrière, et donc votre tenue ne sera pas étanche et vous n'aurez pas d'eau, vous n'aurez rien. Donc, c'est la petite machine qui est dans la vignette numéro 8. Voilà pour les étapes d'une construction de retenue. Alors, quels sont les dossiers réglementaires nécessaires? Donc là, donc c'est vraiment une étape très importante. Donc, vous avez un dossier loi sur l'eau à faire. Donc, il est à déposer en DDT, Direction départementale des territoires. Donc, soit vous avez la déclaration, soit vous avez l'autorisation. Donc, la déclaration, ça va plutôt concerner des projets individuels parce qu'il faudra que votre miroir d'eau soit inférieur à 3 hectares. Au-delà, on passe en seuil d'autorisation. Il y a d'autres critères pour savoir si vous serez en déclaration ou en autorisation. Par exemple, être en zone humide, donc ça, c'est proscrit. Donc, si, par exemple, vous êtes quand même en zone humide, mais que vous détruisez, donc ça peut être ennoyé ou remblayé, une zone humide, donc dans ce cas-là, vous allez être en seuil de déclaration si c'est moins de 1000 mètres carrés. Enfin, 1 hectare. Si vous êtes à plus d'1 hectare, c'est de l'autorisation. Ensuite, donc, il y a tout un tas de seuils, ça, je peux vous les transmettre sans problème. Ensuite, vous avez aussi un permis d'aménager. Donc, le permis d'aménager, ça va dépendre si vous avez exhaussement et affouillement. Donc, il y a 2 seuils. Donc, vous avez donc la demande de permis d'aménager. Donc, c'est un formulaire CERFA. C'est assez facile à remplir. C'est le même que pour un permis de construire de lotissement, par exemple, sauf qu'il n'y a que quelques lignes qui concernent les exhaussements et affouillements. Donc, ces quelques lignes, en fait, c'est si vous avez affouillement et exhaussement de plus de 2 mètres et supérieur à 2 hectares, dans ce cas-là, c'est un permis d'aménager. Il faut demander remplir ce CERFA, le déposer en mairie et la mairie du projet a 3 mois pour instruire ce document. Si vous n'avez pas ces 2 critères cumulatifs et que vous avez tout de même affouillement de plus de 2 mètres ou exhaussement de plus de 2 mètres pour une surface supérieure à 100 mètres carrés, dans ce cas-là, c'est une demande préalable à déposer en mairie. C'est aussi un formulaire CERFA et la mairie a 1 mois pour l'instruire. Donc, je reviens sur les délais d'instruction pour la déclaration loi sur l'eau. C'est la DDT qui l'instruit. Donc, elle a 2 mois pour instruire la réponse. Et pour l'autorisation, là, c'est 6 mois, sachant qu'il y a aussi enquête publique. L'enquête publique, c'est long. Donc, en tout, les dossiers d'autorisation prennent minimum 1 an et demi, alors que les dossiers de déclaration, on peut dire que c'est minimum environ 4 mois. Après, il y a le temps de rédaction du dossier qui est variable, selon la complexité du dossier. Par ailleurs, un dossier de déclaration loi sur l'eau est plus simple à rédiger puisque c'est une étude d'incidence qui est à l'intérieur. Quand je dis étude d'incidence, c'est incidence sur l'environnement et sur les usages. Donc, il faut regarder tout ce qui est réglementaire, les zonages environnementaux, les usages, s'il y a des usages agricoles, comment ils sont impactés. Est-ce qu'il y a d'autres usages type alimentation en eau potable, tourisme, ce genre de choses qui sont impactées. Pour l'autorisation, cette étude d'incidence se transforme en étude d'impact. Et alors là, l'impact est regardé sur tous les compartiments, notamment, par exemple, le bruit, l'air, l'archéologie. C'est beaucoup plus complet et complexe.
Par ailleurs, dans cette étude d'impact, vous avez la notion de éviter, réduire, compenser. C'est-à-dire que dès qu'il y a un impact qui est identifié, il faut proposer des mesures correctives, donc soit des mesures pour éviter l'impact, soit pour le corriger, soit pour le compenser. Voilà. Donc, attention, quand vous faites des projets, toujours démarrer dans l'ordre, la faisabilité réglementaire. Donc, faisabilité réglementaire, c'est est-ce que je suis en sol de zone humide? Donc ça, c'est un pédologue qui peut vous le dire, puisque il y a un protocole très précis au niveau réglementaire à suivre, pour savoir si on est en sol de zone humide. Et donc, c'est à justifier. Est-ce que je suis dans des zonages environnementaux? Est-ce qu'au niveau de l'urbanisme, il y a des restrictions particulières? Donc, ne pas investir dans les projets tant que vous n'avez pas validé votre faisabilité réglementaire. Ensuite, une fois que cette étape elle est faite, vous pouvez passer à la faisabilité technique économique. Donc là, c'est des choses à mener de front. Donc, c'est notamment l'étape des devis. Donc, vous pouvez demander des devis à des entreprises qui vont vous dire, bah, voilà, nous, avec nos machines, techniquement, on peut vous faire une retenue de telle façon. Et vous obtenez vos devis, donc entreprise de terrassement, l'entreprise pour le pompage d'irrigation, pour la reprise des réseaux existants. Voilà. Et ensuite, vous avez l'étape de rédaction des dossiers. Donc, les dossiers, déclaration, autorisation. Donc, on vous recommande très fortement de faire appel à un bureau d'études compétent. Donc, pour les déclarations, par exemple, la Chambre d'agriculture est habilitée à le faire. Autorisation, c'est des dossiers qui sont plus complexes et plus longs. Donc là, on s'entoure de partenaires. Donc, si vous avez des questions sur cette étape-là, je vous rappelle que vous pouvez utiliser le chat sur le côté. Alors Alexia, il n'y a pas de questions sur cette étape-là, il y en a sur l'étape d'avant, mais je pense qu'on y reviendra en fin de, juste après cette diapo-là, puisque tu auras fini ta présentation. On reviendra dessus, c'est une question sur les financements. D'accord. Alors, en zone de répartition des eaux du Cher, donc bassin Lièvre-Oron et Cher-Arnon, donc on a un calendrier en fait qui est devenu plus précis par rapport aux premières discussions et réflexions qu'on a pu avoir avec l'ensemble des agriculteurs. Donc on avait fait quelques réunions d'information en fin 2019, début 2020. Donc maintenant que le contrat territorial Concerto est signé, on a beaucoup plus de visibilité. Donc il faut savoir qu'en parallèle de ce contrat territorial, donc il y a à l'intérieur des études qui vont être faites pour que justement les retenues collectives puissent être mises en place, réfléchies. Donc on a une étude des sages Lièvre-Oron et Cher-Amont donc qui vont étudier les effets potentiels des prélèvements l'hiver. Est-ce que la nappe principale dans laquelle on prélève à l'heure actuelle, c'est-à-dire la nappe des calcaires du Jurassique supérieur, aussi appelée oxfordien, aussi appelée malm, est-ce que si on prend l'hiver au lieu de prendre l'été, ça va avoir un impact? Par exemple, comme elle est connectée au cours d'eau, est-ce qu'il y aura plus de crues de cours d'eau? Est-ce que les cours d'eau vont tomber à sec l'hiver? C'est des questions qui se posent. Est-ce que, avec le changement climatique, les nappes, il est prévu que les modèles nous disent qu'il y aura une recharge de moins 30% par rapport à la normale. Est-ce que si on prélève l'hiver, quel effet ça va avoir? Est-ce que ce sera possible ou pas? Et également, dans cette étude-là, on aura la question, en plus de la substitution, on va avoir la question de est-ce qu'on peut créer aussi des retenues qui ne sont pas de la substitution? Est-ce qu'on peut créer des nouveaux volumes en les stockant? Donc, c'est deux questions dont on aura les réponses pour 2022, donc fin 2022. En parallèle, donc on a une étude dans le contrat territorial sur l'analyse économique. Est-ce que
mettre de l'argent public dans des retenues de substitution, c'est une bonne solution. Donc ça va être vraiment adapté à notre territoire, avec des exemples le plus concrets possible, issus des projets qui vont émerger en fait cette année et l'année prochaine. Donc des données économiques vont être mis dans une moulinette pour regarder, voilà, à partir de quel seuil ça devient intéressant. Donc on aura les éléments en 2023. Pourquoi 2023? Parce qu'en fait, on est dans une démarche de projet de territoire pour la gestion de l'eau. PTGE, vous en avez peut-être entendu parler durant les assises de l'eau. C'est en fait une concertation entre tous les acteurs de l'eau, les irrigants, la profession agricole en fait partie, mais aussi tous les autres acteurs du territoire. L'objectif, c'est d'arriver à un partage équilibré de la ressource en eau pour qu'on n'ait pas de crise, en fait, comme il y a pu avoir, par exemple, en 2019 avec la sécheresse. L'objectif, c'est d'anticiper ça. Donc, le calendrier, finalement, pour les projets de retenue, c'est le bandeau que vous avez en haut de l'écran. Donc, un projet de retenue, Maxime va revenir dessus après, ça peut se décliner finalement en 6 étapes: émergence, opportunité, faisabilité, conception, construction, exploitation. Il est très important de construire déjà l'émergence et l'opportunité, en fait, en même temps que les études vont sortir. Les études vont être des validations et on ne peut pas aller plus vite que ces études-là. Donc, c'est-à-dire que fin 2023, donc on a mis ici du coup, début 2024, on peut se dire que les projets pourront être dans les starting blocks pour lancer leur étude, leur dossier d'autorisation, si c'est des gros projets, déclaration, si c'est des petits projets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un découpage des bassins versants, des territoires en fonction des cours d'eau. On appelle ça bassin versant. Par exemple, si je vous dis le bassin de Lièvre, il est découpé en Lièvre-Aval, Lièvre-Amont. On a le bassin du Moulon, on a le bassin de l'Airain, l'Oron, l'Irampenne. Côté Cher, on a aussi le bassin Colin-Wattier-Langy. Et côté Cher-Arnon, on a le bassin Cher, donc qui est découpé en Cher-Aval, Cher-Médian, Cher-Amont, et le bassin de l'Arnon, découpé en Arnon-Aval, Arnon-Médian, Arnon-Amont. Et donc, ces projets peuvent être réfléchis de façon collective, en fait, par bassin versant. Donc, les agriculteurs peuvent tout à fait avoir des réflexions un peu plus individuelles, éloignées géographiquement, mais au sein d'un même bassin versant. Et on arrivera normalement à le faire passer en collectif, puisqu'il y a une cohérence hydrographique. Voilà, donc il ne faut pas se bloquer sur le fait de ne pas pouvoir faire un projet avec son voisin immédiat. Là, si vous avez des réflexions pour faire de la substitution, si c'est quelque chose qui vous intéresse, là, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, justement pour qu'on discute de dans quel cadre vous pouvez vous insérer. Je vais maintenant laisser la main à Maxime. Juste Alexa, je te propose de revenir sur 2 questions que tu as pu décliner ou aborder. Alors, une première question de M. Van de Game. Peut-on faire de la substitution en plus de la création? Alors, oui, c'est possible, mais vous n'aurez pas de subvention. Ça, c'est un gros problème des critères de l'Agence de l'eau. L'Agence de l'eau ne subventionne des projets que s'il s'agit de substitution pure, sans ajouter de création. Donc, c'est quelque chose qui pose problème et qui est actuellement discuté au niveau politique, mais actuellement, la position de l'Agence de l'eau, et je pense pour les années à venir, va rester d'être en substitution pure, pas en création. Ils partent du principe que s'il y a un déficit quantitatif sur le bassin, l'objectif n'est pas de créer du prélèvement supplémentaire qui pourrait accentuer le déficit, mais bien de substituer les prélèvements existants de l'été vers l'hiver pour amoindrir l'impact. Après,
Vous pouvez tout à fait avoir un projet individuel, donc non subventionné, mais en substitution et création, là, en fait, il faudra juste auparavant faire votre demande à Réaberry, l'organisme unique, de nouvelles demandes de prélèvement d'eau hivernale. Donc, si sur le bassin versant sur lequel vous êtes, il y a suffisamment de prélèvements, Réaberry vous donnera son accord. Et s'il n'y a pas suffisamment de prélèvements, dans ce cas-là, il y aura discussion pour trouver une solution, ou alors vous aurez un refus. Donc, Réaberry, je rappelle que c'est un organisme unique donc dans le département, c'est une association loi 1901 qui est composée majoritairement d'irrigants, en tout cas d'élus de la profession agricole. La question suivante. Merci Alexia. Deuxième question. Les taux de financement possibles, comme celui de l'Agence de l'eau qu'on a pu voir par ailleurs, comprennent-ils seulement les infrastructures, donc la retenue, ou bien l'ensemble du projet administratif, technique, enquête publique, etc., travaux éventuels de compensation? En gros, qu'est-ce que comprend la subvention Agence Loire-Bretagne? Les subventions de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, finalement, elles comprennent l'ensemble du projet, sauf le raccordement de la retenue au réseau d'irrigation, mais dans le sens retenue jusqu'à parcelle. Dans le sens forage jusqu'à retenue, ce sera subventionné. Donc, ce que comprend les subventions de l'Agence de l'eau, c'est les études, le terrassement, la géomembrane, donc la main-d'œuvre, hein, évidemment, le forage s'il y a un nouveau forage, le raccordement forage à retenue, et puis les aménagements extérieurs, c'est-à-dire clôture et intégration paysagère, avec notamment, par exemple, plantation de haies à la distance du pied de digue. Voilà, très bien, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Et puis, n'oubliez pas, hein, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les écrire dans le volet de discussion de la visioconférence, en bas de votre écran. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réaction supplémentaire. Alexia, est-ce qu'on passe à la suite? Oui, on passe à la suite. Alors la suite, c'est comment être accompagné. On est sur des projets donc collectifs qui nécessitent de mettre en place de dialoguer notamment avec des acteurs, de voir des compétences techniques, économiques, mais également des compétences au niveau humain, juridique. Donc on est sur des projets très complets. Et donc dans ce cadre-là, la Chambre d'agriculture propose un accompagnement. Alexia, je te propose de passer à la diapo suivante. Donc un accompagnement assez complet. Je reviendrai après sur le timing, mais en fait, on est bien, comme l'a dit Alexia, sur les phases d'émergence et d'opportunité. Donc on reviendra sur la frise tout à l'heure, mais grosso modo, on va essayer de marcher de concert avec les études qui sont en train de se faire en ce moment sur le département, enfin sur les bassins versants de la zone de répartition des eaux. Donc il faudra marcher ensemble avec ces acteurs-là pour le niveau timing. Dans ce que contient l'offre d'accompagnement, le but, c'est donc de consolider des collectifs d'agriculteurs sur les différents bassins versants. Alors, par différentes étapes, hein. Comment les consolider? C'est d'abord des visites de retenue pour que ceux qui veulent se lancer dans un projet sachent bien de quoi on parle, aient bien pris en compte la dimension du projet et qu'on soit tous d'accord avec ça, afin que l'ensemble du groupe marche dans la même direction pour son projet. Il y aura également des formations, notamment au niveau de la gestion des assolements, au niveau de l'optimisation de l'irrigation. Comment est-ce qu'on irrigue une fois qu'on a l'assurance d'avoir une retenue, d'avoir des stocks d'eau? Il y a aussi des manières de l'utiliser, cette valeur ajoutée, cette valeur pour vos exploitations. Il y a aussi des formations sur la connaissance de soi, sur les forces et faiblesses d'un groupe, puisque en effet, ce sont des projets collectifs. Vous allez être rassemblés sur 1, 2, 3 retenues, voire plusieurs, ça va dépendre des projets, mais vous êtes rassemblés ensemble, ce qui vous serait beaucoup à mettre en commun finalement des volumes d'eau. Et donc l'enjeu est de bien qu'il y ait une bonne entente dans le groupe pour qu'il n'y ait pas de certaines personnes qui soient qu'il n'y ait pas de désagrément au niveau du groupe et qu'il n'éclate pas au bout de 1, 2, 3 années de fonctionnement, qu'on puisse y avoir une continuité là-dedans.
Il y aura aussi des diagnostics individuels, donc c'est un projet collectif, mais c'est aussi un projet qui aura des impacts sur votre exploitation. Donc le but, c'est d'anticiper ça, de voir comment est-ce qu'on peut anticiper les changements sur votre exploitation. Il y aura évidemment des notions économiques, avoir un estimatif du projet, hein, savoir un peu quels vont être les coûts. L'identification de sites potentiels. Donc comme on le verra, mais on est vraiment en amont des projets, donc ce seront bien des sites potentiels. Il y aura toute la partie faisabilité qui fera l'objet d'une étude à part entière, mais là on sera vraiment sur des sites qu'on pourrait étudier en tout cas. Il y aura aussi des notions de structuration juridique. Est-ce qu'on met en place une CUMA, est-ce qu'on met en place une ASA, enfin voilà, il y a des structurations qui sont à poser en fonction des besoins du collectif, en fonction des contraintes aussi, et le but c'est d'avoir la structuration la plus adaptée possible. Des notions sur la prise de compte du changement climatique, donc notamment sur le remplissage des retenues, élaborer différents scénarios pour qu'on ait un remplissage qui soit maximum et garanti dans la durée. Et enfin, une communication adaptée. Comme on l'a vu, c'est des projets qui sont à enjeu sur le territoire, notamment d'un point de vue acceptabilité, mais aussi parce que l'eau a finalement beaucoup d'usagers, que ce soit industriel, que ce soit touristique, que ce soit donc agricole, et que finalement c'est une richesse qui est partagée par beaucoup. Donc on est sur des projets qui sont sensibles d'un point de vue acceptabilité, sensibles d'un point de vue aussi pour les différents acteurs. Et c'est pour ça qu'on doit avoir une communication qui doit être adaptée pour ces projets-là et être en lien avec les différents acteurs en permanence finalement tout au long de l'élaboration de ce projet. Voilà Alexia, si tu peux passer à la diapo suivante. Est-ce qu'elle s'affiche? Non, ça ne s'affiche pas. Alors, est-ce que c'est bon? Non plus. Ah, donc là on est revenu au départ, mais si tu peux afficher la bonne diapo maintenant. Alors oui. Voilà, nickel. Alors du coup, comme je le disais, et comme Alexia l'a déjà bien introduit dans son exposé, on est bien sur les phases d'émergence et d'opportunité. Donc cet accompagnement, c'est bien pour l'émergence de projets collectifs de retenue de substitution. On n'est pas du tout, on n'est pas encore de la faisabilité, la conception, la construction. Ça restera bien des étapes qui seront peut-être pas pris en charge par la Chambre d'agriculture, parce que si on est sur des projets, notamment au niveau autorisation ou autre, on n'a pas l'entièreté des compétences, mais on pourra faire appel à des partenaires. Toutefois, donc pour l'émergence et l'opportunité, ça permettra déjà de bien dégrossir les projets, et surtout ça permettra aussi de mettre en marche une réflexion à l'échelle des sous-bassins qui sera très importante dans le cadre de toute la réflexion avec les différents acteurs que Alexia a abordé tout à l'heure. Et donc c'est aussi quand on verra qu'il y a des réflexions qui sont en marche sur les sous-bassins que les autres acteurs pourront se mobiliser, et ça pourra ouvrir au final à des financements et à des aides supplémentaires. Quoi qu'il en soit, l'objectif de cet accompagnement, c'est bien de... Alors Alexia, il y a un petit souci au niveau de l'affichage. Est-ce que tu peux nous mettre en plein écran? Voilà, très bien. Quoi qu'il en soit, donc cet accompagnement, c'est bien pour l'émergence des projets collectifs. Donc il y a deux phases, l'émergence et l'opportunité. L'émergence, ça va être pour consolider un groupe au niveau des sous-bassins. Consolider de types de manière. Donc je disais, il y a déjà un pré-cadrage, un prédimensionnement du projet, mais aussi des visites de terrain pour qu'on sache bien à quoi on a affaire. Il y a aussi toute la partie humaine, essayer au travers d'entretiens, au travers de restitution de groupes, d'avoir une cohésion de groupe déjà, et au moins avoir un groupe qui aille dans le même sens, qu'on ait un groupe qui soit motivé par la même chose, ce qui permettra de consolider le groupe. À l'issue de cette étape, normalement, on doit avoir un groupe qui est formé, et là, on va s'intéresser à des choses plus techniques, donc ils font appel plus à la phase d'opportunité. Ça va être des choses, un prédimensionnement des sites, regarder quels pourraient être les sites potentiels au niveau cartographique, regarder au niveau du réglementaire, si on est en compatibilité. Par exemple, est-ce qu'on est sur des zonages environnementaux? Est-ce qu'on est à bonne distance des routes? Est-ce qu'on est à bonne distance des habitations? Enfin, ouais, il y a des contraintes réglementaires à respecter, et c'est déjà regarder si les sites qu'on a visés potentiellement sont en accord avec ces contraintes-là.
Il y a aussi toute la partie économique, donc déjà mettre en avant une réflexion au niveau économique, savoir quel va être déjà chiffrer l'investissement, mais aussi chiffrer le retour sur investissement par rapport à vos exploitations. C'est l'étude de scénario de remplissage, donc je le disais, c'est un peu les contraintes là plutôt climatiques, et les contraintes à venir, le but c'est de garantir un bon remplissage dans le temps tout simplement. Voilà, sur la partie technico-économique, il y a aussi l'humain, donc toujours pour asseoir cette cohésion de groupe et ce collectif. Et la partie juridique, savoir quelle est la structuration qui va être la plus adaptée possible. Partie communication aussi, donc là, c'est comme je disais précédemment, c'est bien communiquer sur son projet pour que tous les acteurs soient finalement convaincus du bienfait du projet et qu'ils puissent s'implanter dans les meilleures conditions. Donc finalement, à travers ces deux phases, l'objectif est qu'à la fin de la phase d'opportunité, vous ayez un dossier qui correspond, qui donne un peu tous les tenants et aboutissants de votre projet. En gros, à la fin de cette étude, l'objectif, c'est de les rendre au fin 2023, début 2024, lorsque, d'un point de vue des autres acteurs, ils se seront mis d'accord sur les financements, sur les possibilités de mettre en place ces projets-là. C'est-à-dire qu'à partir de cette date, vous saurez ou vous ne saurez pas si vous pouvez mettre en place le projet qui a été défini tout au long de cette réflexion. Et donc, ce sera l'objectif ensuite, c'est de lancer vraiment concrètement les études de faisabilité, les études de conception finalement. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'être prêt à partir de cette date, fin 2023, début 2024, pour lancer vos projets. Voilà. Alors, est-ce que tu as terminé pour cette partie? Oui. Très bien. Donc, nous avons une remarque de Christophe Schauer de la DDT qui nous transmet ses coordonnées. Donc, n'hésitez pas à le noter. Donc, christophe.schauer@share.gouv.fr 02 34 34 61 38. Donc, il nous rappelle que si vous avez des interrogations sur le volet réglementaire ou le volet financement, n'hésitez pas à revenir vers la DDT. Et alors, c'est tout à fait vrai. Nous, la Chambre, on travaille toujours en partenariat avec la DDT puisque c'est eux qui instruisent le projet. Et donc, c'est important qu'ils soient au courant le plus tôt possible des éléments parce qu'ils peuvent éviter justement d'aller dans un écueil et ils ont une vision large de ce qu'il est possible de faire réglementairement. Et ils sont aussi en concertation avec l'Agence de l'eau. Donc, c'est vraiment important d'être bien transparent avec eux. Donc, nous avons plusieurs questions. Donc, une première, c'était si on a un projet individuel qui ne peut pas rentrer dans le cadre d'un projet collectif, donc étant donné que les voisins immédiats ne sont pas forcément favorables à ce genre de projet et pas d'historique d'irrigation, on a donc 1 ou 2 ans dès à présent pour faire émerger notre projet pour rentrer dans le planning du contrat territorial. Donc là, je rappelle bien que si on n'est pas dans le cadre de substitution, c'est-à-dire si on n'a pas déjà des volumes et qu'on est dans le cadre de la création, dans ce cas-là, il n'y a pas de subvention et donc vous pouvez tout à fait faire un projet individuel de votre côté. Donc, il faudra demander un volume à l'organisme unique Aria-Berry et donc essayer d'être en dossier de déclaration, sinon ça va vous faire des coûts exorbitants pour l'autorisation. Donc, en déclaration, c'est une retenue d'une surface inférieure à 3 hectares et une digue inférieure à 5 mètres dans tous les cas pour éviter des complications par rapport à la classe de barrage. La classe de barrage, ça va être ABC et hors classe. L'objectif, c'est d'être en hors classe, sinon vous aurez des contraintes réglementaires de sécurité de la digue à vérifier avec des notions de contrôle de différents points périodiques. Nous avons également une question sur quel pourcentage de notre volume été devons-nous substituer? Eh bien, ça, c'est selon votre choix. En fait, ça va dépendre où vous êtes. Si vous êtes sur le bassin Yvron, étant donné que les volumes prélevables sont respectés,
dans ce cas-là, vous substituez ce qui économiquement vous paraît intéressant. C'est-à-dire, si vous avez besoin de sécuriser toute votre eau et que vous avez la capacité d'investissement, substituez 100%. Si vous, économiquement, substituez 100%, ça va être compliqué, substituez un pourcentage. C'est vraiment une réflexion stratégique à avoir au niveau de l'échelle de l'exploitation, mais aussi à l'échelle des voisins. Et ça, c'est encore plus vrai pour le bassin Cher-Arnon, où là, il y a la contrainte de respecter les volumes prélevables. Ça veut dire diminuer les volumes prélevés l'été. Donc, diminuer les volumes prélevés l'été, ça veut dire que pour que vous conserviez vos volumes historiques, prélevés, il va falloir substituer suffisamment. Donc là, c'est vraiment une réflexion à avoir collectivement, en plus qu'individuellement, puisque les projets collectifs se réfléchissent vraiment à plusieurs. C'est pour ça que le volet humain dans l'offre de la Chambre est aussi important, puisque dans un projet collectif, il faut que tout le monde soit d'accord. Bien que vous puissiez avoir des objectifs différents, ça, ce n'est pas un souci, mais il faut que sur certains points clés, tout le monde soit d'accord. Donc, pourcentage de volume d'été à substituer à votre choix, stratégiquement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a M. Louis Demoule qui a levé la main. Est-ce qu'il y a une question? Alors, pour poser les questions, vous pouvez activer votre micro, vous posez votre question, et puis ensuite, vous pourrez recouper votre micro et on répondra. Vous avez aussi un petit outil pour lever la main, donc on le voit. Ah, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Alors, est-ce que vous voyez le nouvel écran? S'il y a une question via le chat, Alexia. Si substitution de 50%, peut-on utiliser dans un premier temps notre volume été avant notre volume hiver? Alors, pour l'instant, oui. Je dis bien pour l'instant, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de règle en fait là-dessus. A priori, aujourd'hui, toutes les personnes qui font un projet peuvent tout à fait utiliser leur volume été dans un premier temps et ensuite leur volume hiver. Après, à l'avenir, peut-être que des règles seront définies pour changer ça. Mais là, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne saurais pas vous dire. C'est vrai que pour inciter les agriculteurs à faire de la substitution, il faut qu'il y ait des garanties derrière. Vous ne pouvez pas investir sans avoir de garantie. Donc aujourd'hui, la règle, c'est que oui, vous pouvez. Et cette règle-là, elle sera toujours défendue professionnellement par la Chambre d'agriculture. Pour faire de la lutte anti-gel dans les vergers, est-ce qu'on est dans les mêmes règles ou est-ce qu'on est dans des règles différentes? Alors, pour la lutte anti-gel, donc pour rappel à l'ensemble des agriculteurs présents, donc la lutte anti-gel, c'est en avril-mai quand il y a les gelées au niveau des vergers. Donc, il y a de l'aspersion. Donc, c'est des grandes quantités à fort débit qui sont projetées sur les pommiers, par exemple. Donc, ça, à l'heure actuelle, en fait, c'est des volumes qui sont prélevés sur la période réglementaire estivale, c'est-à-dire du 1er avril au 31 octobre. Mais ils sont déclarés à l'organisme unique et donc, ils sont considérés comme prélèvements hiver. Aujourd'hui, c'est des volumes qui peuvent être mis à jour par l'organisme unique comme étant des volumes hiver. Je sais qu'il y a certains agriculteurs irrigants qui ont mis à jour ces volumes-là. Réabéry les a pris en compte en tant que volume hiver, mais tous les irrigants ne l'ont pas fait. Donc ça, il n'y a pas de... la démarche à faire, c'est contacter Réabéry, expliquer qu'il y a tant de mètres cubes qui sont chaque année réservés au volume
lutte antigel, et donc ils seront rétablis en volume hiver. Et peut-on avoir les 70% de subventions de l'agence de bassin pour faire des réserves, pour stocker de l'eau, pour faire de la lutte antigel? Oui, aujourd'hui c'est possible. Dans un cadre collectif comme une ASA, par exemple. Oui, l'ASA, c'est la meilleure solution juridique à l'heure actuelle pour faire un projet collectif. Donc ça, c'est des choses que notre juriste nous a expliquées. On a une ASA existante, donc on pourrait étendre son activité à de la lutte antigel en faisant des petites réserves de substitution. Oui. Alors, il faut bien que ce soit de la substitution hein, dans ce cas-là. Et interbassin entre la Sauldre et le Cher-Arnon? Alors, non. La Sauldre n'est pas dans le contrat territorial, donc il n'y aura pas de subvention sur ce bassin-là. Ce sera que sur le bassin Yèvre-Oron ou Cher-Arnon. Après, pour la lutte antigel, il est à l'heure actuelle, France Agrimaire fait du coup un appel à projet pour les aléas climatiques. La lutte antigel rentre dedans. Et donc, ça va être la géomembrane qui va être subventionnée. Mais malheureusement, il n'y aura pas d'autres subventions. Pour le bassin des Sauldres, en tout cas. Monsieur Clavier, vous vouliez réagir? Pour les cas particuliers, n'hésitez pas à me recontacter pour qu'on étudie ça plus en détail. Oui, je vous recontacterai pour qu'on en parle, parce qu'on a un projet collectif là-dessus. D'accord. Pardon, Alexia, je t'ai coupé. Monsieur Clavier, vous vouliez réagir sur ça? Bonjour à tous. Là, pour complémenter l'intervention de Pierre, est-ce qu'on peut imaginer que sur un plan ambitieux collectif, on pourrait avoir une partie de la subvention donc, annoncée et un complément de prêts de garantie de l'État qui pourrait, sur la problématique de substitution, dans la mesure où on a des études qui sortent aujourd'hui avec la mise en avant d'écosystèmes favorables quand il y a des points d'eau disséminés sur le territoire. Alors ça va être pour des retenues en argile. En géomembrane, ça va être un peu plus compliqué. Sachant, il faut savoir que quand il y a des subventions publiques, pour un projet, on a un montant maximum à ne pas dépasser qui est de 80%. Donc, par rapport à différents calculs, les montages financiers, l'agence de l'eau, si vous avez une subvention de l'agence de l'eau, vous n'allez pas pouvoir coller une autre subvention en plus. Oui, je pensais à un prêt d'accompagnement, quoi. Oui, alors on a sollicité la Banque des Territoires. Donc, la Banque des Territoires est favorable à faire des prêts pour ces projets-là. Donc, pour les études seulement, par contre. Donc, pour l'avancement de l'argent pour le reste à charge, ça, c'est encore à discuter avec eux, puisqu'ils voulaient déjà valider les premières étapes avant de voir la suite. Donc, ça, c'est à rediscuter avec eux dès que des collectifs d'agriculteurs seront prêts. On pourra tout à fait les ressolliciter. Mais sans garantie que derrière, il y ait une suite. OK. Une question, Alexia, de M. Gelé. Les projets collectifs ne s'adressent bien que dans le cadre de la substitution. Y a-t-il des potentiels changements à venir pour l'intégration de projets de création dans ces projets collectifs et de financement? Alors, du coup, pour ça rejoint une question qu'on a eue en début d'intervention. Aujourd'hui, l'agence de l'eau ne subventionne que des projets de substitution pure et pas de la création avec. Toutefois, aujourd'hui, il n'y a pas de règle sur, une fois que la retenue est faite, comment elle est gérée. C'est-à-dire que si les irrigants qui se sont mis dans le projet de substitution décident de libérer a posteriori un certain volume pour des installations, par exemple, ou pour des transferts de volume entre irrigants, ça, il n'y a pas de règle là-dessus. En fait, ce sera une gestion interne au collectif. Par exemple, si donc on a une ASA, ce sera comme
un fonctionnement comme dans les ASA actuels, avec une gestion de volume interne. Donc, si les porteurs de projets décident de libérer des volumes qu'ils avaient historiquement, ça peut s'envisager. Et alors là, ça va être dans le cas de ce collectif. Donc, ça va être une entente a posteriori. Donc, à l'heure actuelle, pas de visibilité sur l'intégration de création avec la substitution. Et dans le nouveau, donc c'est régi un petit peu par le SDAGE Loire-Bretagne, donc qui était 2016-2022 par exemple. Donc dans le futur SDAGE 2022-2027, les règles ne vont pas changer. Jusqu'à 2027. A priori, il n'y aura pas de subvention possible avec de la substitution plus création, à moins qu'il y ait un changement politique fort. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Monsieur Clavier? Oui, j'avais une question, alors peut-être un peu décalée par rapport au moment de cette présentation, mais j'ai cru entendre Alex dire qu'elle prenait en charge la réalisation de clôtures. Si on a une réflexion en biodiversité, est-ce que c'est judicieux de clôturer le bord d'une réserve qui pourrait être utile à la faune qu'il y a autour? Alors en fait, la pose de clôture, ce n'est pas du tout obligatoire, hein. Là, c'est plutôt dans le cas où on aurait des retenues avec des digues élevées, des profondeurs fortes, plutôt des digues, enfin des retenues type géomembrane avec des pentes intérieures assez fortes. Dans ce cas-là, pour éviter des accidents avec les humains, mais aussi des accidents avec du gibier qui viendrait s'abreuver et qui ne pourrait pas remonter parce que les pentes en plastique sont glissantes. Dans ce cas-là, la prévention la meilleure, c'est de faire une clôture. Après, rien n'empêche de faire, pour la biodiversité, de mettre un petit tuyau pour amener de l'eau en permanence à une petite mare mise à l'extérieur et qui serve à l'abreuvement de tout un tas de faune. Ça, tout ce qui est projet de compensation, d'intégration en fait de la retenue, c'est tout à fait envisageable dans le dossier. Et puis, ça ne peut être que positif pour l'acceptation du dossier. Mais là, c'était plutôt pour des raisons de sécurité. Mais dans le cas d'une retenue en argile avec des pentes douces, il n'y a pas forcément besoin de clôturer. Ok. Monsieur Van Landegame, vous aviez une remarque? Oui, quand je posais la question pour substitution et création en même temps, aujourd'hui j'ai une retenue d'eau où il y a toutes mes eaux de drainage. Et est-ce qu'il serait envisageable d'agrandir cette retenue d'eau qui est à fond d'argile et justement utiliser les eaux de drainage pour apporter en plus un volume création par rapport au pompage de substitution? Alors, si vous êtes en projet individuel, oui, vous pouvez faire toutes les stratégies que vous souhaitez, création plus substitution, dans le pourcentage que vous voulez, ce sera possible. C'est juste que vous n'aurez pas de subvention. Et donc, il faudra juste demander à Réaberry avant si vous pouvez faire une création de nouveaux volumes hiver. Et si Réaberry accepte, vous pourrez vous lancer dans le projet sans problème. Mais si vous voulez des subventions, il faut vraiment respecter les critères de l'agence de l'eau, c'est-à-dire projet collectif, substitution uniquement. Et donc, on ait le plan, le programme, le PDR de la région qui est la ligne ouverte. Voilà. D'accord, donc on peut envisager après de pomper. S'il faut en faire deux, il faut que les eaux de drainage soient renvoyées dans la substitution dans l'autre bassin, pas mélanger les deux. Là. Alors oui, ça c'est envisageable. Dans ce cas-là, la substitution dans le cadre du projet collectif serait subventionnée et les eaux de drainage dans le cadre de la création ne seraient pas subventionnées. Donc projet à part. Merci. Monsieur Demoule, vous voulez réagir? Oui, je voulais poser une question par rapport au fait, si admettons on est en CUMA,
est-ce qu'il y a moyen qu'on prélève de l'eau dans cette CUMA, est-ce qu'il y a moyen de toucher des subventions pour construire une réserve d'eau à côté du verger qui serait remplie via la CUMA pour pouvoir faire de l'antigel? Est-ce que ça, il y aura des subventions possibles ou pas? Alors, ce serait de la création ou de la substitution? La substitution. Dans son cas, c'est de la substitution. Parce que la CUMA bénéficie de volume. Ouais, via l'eau de la CUMA, j'ai des quotas de prélèvement d'eau avec la CUMA, ce serait pour la remplir avec cette CUMA, et de construire un trou à côté de mon verger pour pouvoir ensuite arroser mes vergers en antigel à côté, quoi. Alors, en fait, le remplissage, ça va être… alors là, c'est un cas particulier, donc il faudrait qu'on le voit plus ensemble. Mais le fait d'avoir des subventions pour être un collectif, il faut qu'en gros, l'eau attribuée, ce soit de plusieurs personnes. Dans votre cas, ce serait plutôt quelque chose d'individuel, mais si vous avez d'autres agriculteurs sur le même bassin qui veulent partir sur un projet de substitution, dans ce cas-là, il suffit juste qu'en fait, vous mettiez d'accord pour partir en même temps et puis créer un collectif, en gros, un collectif de plusieurs individuels qui soient sur le même bassin versant. Et dans ce cas-là, on peut monter le projet avec une cohérence hydrographique. Oui, mais là, c'est la CUMA, elle est porteuse de quotas. Donc, Oui. la CUMA a un volume d'eau. Donc, c'est la CUMA qui fait de la substitution, a construit une réserve à côté, plus loin, pour faire de la substitution. Oui, dans ce cas-là, si la CUMA elle a plusieurs adhérents et qu'en fait, c'est la substitution de plusieurs volumes, dans ce cas-là, je pense que ça peut passer. Oui. D'accord. Ce serait une subvention aux alentours de… Enfin, c'est combien de pourcents, là, vous avez dit, la subvention? Alors, l'agence de l'eau, c'est 70%. Et je rappelle que c'est bien… Enfin, on saura plus, en fait, en 2022, peut-être 2023, si la région prend du retard, si la ligne est bien ouverte dans le PDR. Pour l'instant, c'est notre grande inconnue. Il n'y aura des subventions que si on a cette ligne qui est ouverte et si, bien sûr, les études sur les prélèvements hivernaux montrent qu'il n'y a pas de souci pour substituer. Ok, donc il y aurait possibilité de financer une réserve d'eau juste pour faire de l'antigel en rempli via la CUMA, qui est en collectif. A priori, oui. D'accord. Après, à affiner, évidemment, à affiner en individuel en regardant ça de plus près. C'est pour ça que l'étape de faisabilité réglementaire, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que sans cette étape-là, vous ne pouvez pas être sûr de ce que ça donnera. Et la faisabilité réglementaire, c'est vraiment large. Et, c'est les études de sol pour voir les zones humides et tout ça, c'est ça? Voilà, il y a la partie zone humide et puis il y a la partie, on regarde tout au niveau réglementaire, les prélèvements par rapport, est-ce que vous avez une autorisation d'arrêt à Berry ou pas, enfin, quels sont vos historiques, est-ce que vous êtes sur un zonage environnemental et du coup, il faut faire attention, est-ce que vous êtes dans un plan local d'urbanisme, est-ce que au niveau collectif, la reconnaissance de, par exemple, CUMA et vous, ça fait bien un collectif, et puis aussi, est-ce que vous êtes, si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a une cohérence hydrographique avec d'autres projets sur le territoire? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est que des cas particuliers. Et après, il faut faire rentrer les cas particuliers dans les cases. Ce n'est pas le plus simple, mais c'est faisable. Il est 14h45, peut-être qu'on peut prendre encore une ou deux questions, et puis on va s'arrêter là. Monsieur Brouillard, vous aviez levé la main? Oui, s'il vous plaît, bonjour. Dans le cadre d'un projet de substitution, où je suis le seul irrigant, puis-je intégrer des voisins non irrigants pour l'instant, mais qu'ils deviendraient donc par le fait, et donc porter un projet donc collectif? Alors là, ça va être une question à poser à la DDT et à l'agence de l'eau, parce que c'est un cas particulier, parce que a priori, l'agence de l'eau considère un collectif avec des irrigants déjà en place pour substituer plusieurs volumes.
Mais toutefois, votre question peut tout à fait s'envisager et ça rejoint un petit peu aussi les questions de M. Jallet. Donc, on va les faire remonter pour avoir une réponse précise. Et alors, quel est le pourcentage comment dire, quel est le pourcentage d'associations pour que ça devienne collectif? Je vais dire une bêtise, sur un projet de 50 000 m3, si la deuxième personne, donc ça devient collectif, a que 2 ou 3 000 m3 pour une toute petite surface de 2 ou 3 hectares à porter, qui est déjà irriguant, est-ce que ça devient quand même collectif? Oui. Et est-ce que les liens familiaux sont pris quand même en compte? Père-fils, si c'est deux exploitations différentes. Si c'est deux exploitations différentes, c'est deux personnes différentes. Enfin, c'est deux personnes morales différentes. D'accord, merci. Donc, votre réflexion, ça ouvre peut-être des perspectives à d'autres irrigants, dans le sens où, voilà, pour des projets de maraîchage, il y a peut-être des maraîchers qui sont à proximité de chez vous et ça peut valoir le coup. Donc, selon aussi la réponse qu'on va obtenir de l'agence de l'eau et de la DDT, peut-être que ça pourrait être intéressant d'installer un maraîcher ou un porteur de projets petits fruits ou ce genre de choses sur votre exploitation en lui louant ou cédant quelques hectares, moins de 5 hectares et que ça fasse un projet collectif. Donc, je vous rappelle qu'un projet collectif, c'est soit plusieurs irrigants en place, des voisins proches au niveau géographique et ça vaut le coup de faire une retenue pour plusieurs voisins, soit c'est plusieurs irrigants distants géographiquement, mais sur le même bassin versant. Et dans ce cas-là, il suffit juste de partir en même temps sur le projet pour montrer une cohérence hydrographique. Donc, dans votre cas, Monsieur Briard, peut-être qu'en fait, il suffit juste de trouver d'autres agriculteurs sur le même bassin versant qui veulent faire un projet et on peut montrer la cohérence hydrographique. Sachant que nous, à la Chambre, notre objectif, c'est vraiment de rassembler le maximum de porteurs de projets qui voudraient faire un projet en même temps pour faire le moins de dossiers possible. Pour vous, ça vous réduira les coûts. Un dossier d'autorisation, c'est quelque chose qui est relativement cher. L'enquête publique également. Et puis, il y a sans doute plusieurs postes de dépenses à mutualiser avec l'économie d'échelle. Par exemple, si vous avez 3 retenues à faire, il y aura 3 pompages à installer. Être un collectif, même en étant distant, être un collectif, ça permet toujours d'avoir des prix meilleurs. Alors, pour mon cas, je suis le seul irrigant de la commune, même du canton, donc ça limite. Alors, ce n'est pas du tout au canton ou à la commune. Après, c'est vraiment au bassin versant. Oui. Donc, c'est quoi la rivière la plus proche chez vous? La Marmande. La Marmande? La Marmande du Cher. Ouais, donc on est sur Cher Médian, il me semble, ou Cher Amont. C'est ça. Cher Médian. Voilà, Cher Amont. Amont, d'accord. Oui. Cher Amont, donc c'est à voir avec les autres agriculteurs du bassin Cher Amont. Il y a peut-être quelque chose à faire. Pour mon projet que j'ai commencé à réfléchir, dans mon projet de substitution, ça serait même l'abandon du quota, car il serait rempli de façon type eau de ruissellement et de drainage. Donc, ça serait même l'abandon du forage. Oui, bah c'est une substitution 100%, oui, c'est tout à fait envisageable. Bah, ça, on pourra en discuter en individuel. Qui permettrait même de libérer du quota, je pense, de gagner des points. Tout à fait. Alors, petite précision suite à votre remarque, les volumes qui sont substitués ne sont pas libérés pour créer du volume été derrière. La substitution, c'est un transfert de volume été vers du volume hiver. Oui. Merci. Alexia, je te propose de clôturer maintenant. Oui. Alors, n'hésitez pas à revenir vers Maxime ou moi si vous avez d'autres questions. Vous avez les coordonnées sur
sur la diapo qui est présentée. Après, on peut vous envoyer également le diapo. Je pense qu'on a toutes les adresses mail là, ou du moins ceux qui se sont enregistrés au préalable. On pourra vous envoyer le diapo de façon dématérialisée sur votre boîte mail. Et pour ceux qui sont pas enregistrés, qui n'étaient pas inscrits, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on vous transférera le document. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. On va mettre fin à cette visio pour tout le monde. Et puis voilà, comme le disait Alexia, on reste à votre disposition. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci et Bonne journée, à bientôt. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.